Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mouvement des savoirs. Mouvement des savoirs. Collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences, présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. Louise Boisclair, Art immersif, affect et émotion. L'expérientiel 1 2019. François Potvin, l'intervention dans les pratiques physiques, sportives et artistiques, responsabilité et stratégie des acteurs, 2019. Gérard Fath, le sujet en désarroi dans les pratiques à haut gradient relationnel, 2019. Bernard Andrieux et Simon Rambaud dire, l'architecture des STAPS. 90 ans rue Lacretelle, 2018. Laurence Jean, Mon chat chez Lacan, 2018. Bernard Andrieux, Philippe Pomard, Florent Destruo et Emmanuel Vigarios, Visage hybride. Vers une anthropologie de la prothèse, 2018. Odile Girardingantier, D'autres limites à la prison. Comment l'art-thérapie peut aider à supporter le monde carcéral, 2018. Éric Dugas dire, les violences scolaires d'aujourd'hui en question. Regard croisé et altérité, 2018. Publication de l'auteur. Publication de l'auteur. Chez l'Harmattan. Art immersif, affect et émotion. L'expérientiel 1 colle. Mouvement des savoirs, 2019. Aux presses de l'Université du Québec. L'installation interactive. Un laboratoire d'expérience perceptuelle pour le participant chercheur colle. Esthétique 2015. Aux éditions Louise Boisclair. Les mots du milieu, livre d'art. Avec Camille Ava et Olivier Sommelet, 2019. Sur l'écriture. Recherche-création de caféine transfert. Essai 2019. Caféine transfert, roman nouvelle 2019. Dédicace. À Henri-Xavier Mendonça. Remerciements. En tout premier lieu, je désire remercier très sincèrement le philosophe, épistémologue du corps, professeur STAPS à Paris Descartes et directeur Bernard Andrieux d'accueillir cette fois immersivité du corps en alerte. L'expérientiel 2, dans sa collection Mouvement des savoirs, aux éditions L'Harmattan que je remercie également. Qui plus est, en tant que préfacier, professeur Andrieux accomplit une véritable prouesse. Non seulement sa préface inscrit ce second tome dans le courant écologique à la fois micro-performatif et planétaire, mais elle nous projette plus loin dans la connaissance du corps, entre art et vie. Merci à mon cher petit-neveu, Henri-Xavier, né prématurément le 5 janvier 2015, une journée avant de commencer la version de recherche. T'accompagner, lors de ton immersion interactive en néonatologie, a mis à l'épreuve mes conceptions de l'affect et de l'émotion, de l'immersion et de l'interactivité. Le chapitre 4 relate cette expérience, la tienne conjuguée à la mienne, durant ces moments privilégiés. Merci à feu maître Moy Linchin, fondateur du Tai Chi taoïste EMD, dont j'ai bénéficié de l'enseignement direct de 1985 à 1994 lors de nombreux ateliers de Tai Chi, de Lok Hup Bafa et de méditation, principalement à Orangeville et à Montréal. Son enseignement des arts taoïstes millénaires a profondément marqué ma connaissance du corps et entretenu ma qualité de vie au cours des années. Le chapitre 3 raconte l'expérience d'une chute qu'une consigne souvent répétée par Maître Moy, relax, m'a permis d'absorber. Merci à Camille Ava, artiste multidisciplinaire,
qui a relevé le défi d'écrire un récit expérientiel 5.00, suivi d'un retour réflexif sur une randonnée par froid glacial au Québec. Sa contribution ajoute une autre voix au récit en première personne du corps en alerte. Merci au philosophe et professeur Brian Massumi de l'Université de Montréal qui a supervisé, de 2014 à 2016, ma recherche postdoctorale sur l'affect et l'émotion en art immersif. Ses commentaires et ses écrits ont propulsé mes recherches et mes textes. Merci également au Fonds de recherche québécois, Société et Culture qui a financé ces 2 années de recherche intensive de mai 2014 à avril 2016. Grâce à cette bourse, j'ai pu effectuer une recherche majeure et participer à des rencontres internationales au Canada et aux États-Unis. Les tomes 1 et 2 de l'expérientiel en rendent compte. Merci aux 3 lecteurs scientifiques qui ont apprécié l'authenticité du manuscrit et sa forme novatrice. Merci aux participants.es du Sense Lab de l'Université Concordia, CO dirigé par Erin Manning et Brian Massumi, où je me suis immergé, lors de groupes de lecture de 2010 à 2016, dans la philosophie des Deleuze et Guattari, Whitehead, Nietzsche, Spinoza, de même que dans les écrits des Daniel Stern et autres. Merci à Greg Segworth de Millersville University en Pennsylvanie, EU, qui a accueilli, lors de Affect Theory Conference en octobre 2015, ma conférence intitulée « The Voice of the Event », à l'origine du chapitre 3. Encore une fois merci à mon amie Sylvie Carmichael, lectrice fidèle, qui a collaboré généreusement à la vérification des références et à la chasse aux coquilles. Merci à mon frère Jean pour ses commentaires sur la première mouture. Merci à ma nièce Isabelle qui a relu le chapitre 4. Merci à Enrico Pitozzi pour ses précieux commentaires. Merci aux participants ES de mon cours de Tai Chi. Je vous suis très reconnaissante. Merci à ma famille et aux amis ES qui agrémentent mon existence de leur présence. Note. Pour les ouvrages consultés sur Kindle, la référence indique le numéro d'emplacement. Tous les liens Internet sont actifs et ont été vérifiés pour la version finale pour l'éditeur. Les passages suivants sont un remaniement d'une version antérieure. Le chapitre 3 a fait l'objet d'une conférence de 20 minutes à Affect Theory Conference, à Millersville University, Pennsylvanie, EU, en octobre 2015. Une mouture antérieure et abrégée du chapitre 4 paraîtra dans la revue Corps, CNRS Édition, au début 2020. Préface, le vivant nous alerte, en nous et autour de nous. Bernard Andrieux. Le travail de notre collègue Louise Boisclair sur l'immersivité du corps en alerte propose une analyse des expériences du corps au contact de son vivant par le moyen des dispositifs réels et virtuels. Nous avions cru pouvoir être comme maîtres et possesseurs de la nature, jusqu'à ce que l'anthropocène ne s'impose à nous comme une apocalypse joyeuse. Le vivant nous alerte en nous par l'altération de notre vivacité sous l'effet de la dysmose. Ce second tome poursuit l'art expérientiel en étudiant 1. Comment le corps réagit, proagit, PER forme sous forte contrainte. 2. Comment des techniques d'observation et de description favorisent la théorisation de l'expérience. 3. Comment cette théorisation attire dans son écho des notions philosophiques ou scientifiques en affinité qui permettent de l'approfondir. Et 4. Comment des techniques corporelles se portent au secours du corps plaqué, incubé ou frigorifié, qu'elles aient été acquises auparavant ou qu'elles assistent le corps en survie. Ici le récit expérientiel des événements critiques de leur propre vie invite à approfondir le devenir du corps en alerte et à relier ses immersions, sensations ou images intérieures, auditives, visuelles, proprioceptives. Une écologie corporelle. Le travail de Louise Boisclair s'inscrit dans l'écologie corporelle comme une micro-performativité. Car l'écologie, écosophie et écotechnie, ce n'est pas un discours, c'est une pratique corporelle qui engage notre responsabilité quotidienne, au quotidien à travers une réflexion sur nos gestes et ses conséquences pour autrui et la nature. Prendre soin de soi, des autres et de la nature est-elle une même éthique concrète ? L'écologie corporelle se propose comme une pratique de soi qui prend soin des autres par ses choix de vie. L'écologie corporelle des 4 éléments s'harmonise en nous, et par nos choix éducatifs et techniques. La recherche de son bien-être ne peut plus se réaliser sans la santé de la planète. La possibilité d'un retour à l'état de nature sous la forme d'un chaos catastrophiste
n'est pas loin tant les éléments semblent se retourner contre nous. Avec l'écologie corporelle, le monde est notre propre corps, et non seulement notre conscience se représente le monde alentour dans son contenu détaillé, mais la structure même de notre psyché et de nos facultés rationnelles se forme par interaction adaptative avec l'organisation écologique de la nature. Alors notre soi, à la fois physiquement et psychologiquement, s'extrait par degrés de son noyau central pour se confondre avec le monde qui nous environne. On ne peut donc pas tracer de frontières strictes entre nous-mêmes, tant sur le plan physique que spirituel, et le monde. Notre potentiel écologique ne réside plus dans nos actions de préservation des espèces et du patrimoine naturel. Il est en nous dans notre style de vie, confère Nas, nos modes de production et de consommation, confère Guattari. Consommer de manière responsable sans immersion dans le produit revient à négliger sa densité, son origine et son trajet jusqu'à notre corps. Au lieu de nous corpocentrer, il convient de se retrouver dans les éléments. Nous étudierons comment les éléments pénètrent notre corps, nous écologisant à l'instant même de la respiration, du goût, de la chaleur ou de la profondeur. Comment pouvons-nous changer le monde ? La révolution politique n'aura pas suffi à inverser l'exploitation de la nature au point que, faute d'un homme suffisamment révolté, la nature paraît se révolter contre nous. La mondialisation de l'économie et le management du stress précipitent certains vers la mortification, la solitude et la souffrance, alors que d'autres se tournent vers le développement personnel, l'expérience corporelle et la découverte des autres comme une forme de salut. La conscience planétaire passe désormais par une conscience corporelle. Depuis l'intérieur. Louise Boisclair passe du côté de l'intérieur du corps. L'intérieur du corps suppose pour notre esprit une représentation incertaine de ce qui s'y passe vraiment. L'envahissement de la perception du corps vécu peut venir perturber l'écoute des informations qui émergent par le corps vivant. La perception est ainsi non optimale, là où la cognition restaure la forme dans toute sa dimension. L'intérieur n'est pas cette crypte cachée de laquelle surgirait l'inconscient. Cette archéologie des couches, déjà critiquée par Husserl, pourrait faire croire en la vérité ultime de ce qui serait le plus intérieur. Depuis l'intérieur de nous, une force de réviviscence, pour reprendre l'expression de Charcot, se fait sentir en nous. Voir depuis l'intérieur supposerait un point de vue en première personne sur ce qui se passe à l'intérieur de moi sans moi. Ce qui provient de l'intérieur est seulement un mouvement, et non une chose perdue, qui émerge progressivement sous l'effet de l'écologisation renouvelée du vivant. Aucune substance ou essence à délivrer ici, ni ciel intérieur ou terre intime. Le soi, par l'immersion continue de nouvelles informations, s'éveille à lui-même sans jamais devenir définitivement un soi-même, comme Clément Rosset l'a établi à la suite de sa noyade. Loin de soi, jamais entièrement lui-même, mais toujours en recomposition par ce non-soi immersif, l'intimité est un état provisoire. Par la mémoire nous en avons le sentiment tandis que sa sensibilité, Modiano de préciser qu'elle est une encre sympathique, reste dynamique et interne. Rien n'est à l'intérieur. De l'intérieur, depuis l'intérieur de son corps, le vivant est actif. Il s'écologise à chaque instant, ne nous livrant des informations à la conscience que par l'immersion de signes, symptômes, affects et émotions. Cette activité invisible éveille en nous des ressources capacitaires inédites. De l'intérieur, le vivant se fait sentir en nous sans que nous n'en contrôlions ni la production ni l'intensité. Cette activité déborde nos sens, nous la qualifions d'extase, de transe ou d'orgasme au point d'en avoir peur, car nous n'avons pas toujours constitué l'image de ces variations de la vivacité du vivant. En construisant une constance sensorielle, nous nous attendons à un certain niveau d'activité rendant ainsi le vivant vivable et supportable. L'immersion artistique. Ce qui nous surprend, selon Louise Boisclair, c'est cette immersion, comme émergence involontaire du corps vivant dans la perception du corps vécu, émergence soudaine du corps vivant qui vient bouleverser le corps vécu. Le corps vivant nous informe malgré nous, avant même que nous en ayons conscience et sans que nous parvenions à contrôler l'intensité du signal qu'il nous transmet. La conscience du corps vécu voudrait pouvoir contenir, par ses représentations, cette immersion de sensations involontaires. Le cerveau, selon Alain Berthoz, prédit l'action par une simulation cérébrale qui est projetée dans la prise de décision que le corps va réaliser, ce que nous avons appelé le corps en acte.
Filmer le corps vivant, écologisé par le sens du mouvement, suppose donc que l'on puisse voir les schémas corporels d'action qui sont engrammés et dont le corps anticipe la réalisation dans un temps très court. Le mouvement est déclenché dans le cerveau, avant même que le corps ne soit en mouvement. Il en est ainsi du degré d'activité des muscles. Si le mouvement du corps physique est le résultat de la synergie entre le corps subtil, projection de l'anatomie selon le processus d'anticipation, et le corps actuel comme accomplissement de l'action projetée, le corps de synthèse devient une troisième manifestation du corps qui donne lieu, dans un système complexe de tensions modificatrices de sa forme, à une série de degrés de présence. Selon la thèse d'Enrico Pitozzi, décrire l'anticipation mentale par la préparation du geste performatif serait possible pour le sujet lui-même. L'activation des canaux proprioceptifs qui nous fait sentir l'espace dépend de cette attention portée à ce qui est vivant par notre corps. Ainsi s'organisent les degrés de présence à partir d'une relation entre la projection d'une image du corps dans l'espace, corps subtil, et l'incarnation dans la structure nerveuse et dans les muscles, corps actuel. Le mouvement du vivant ne coïncide pas entièrement avec la conscience qu'en a son corps qui ne parvient pas à le contenir et le contrôler. Si la technologie capte l'activité des muscles involontaires, le corps vivant a une activité plus rapide que le rythme de conscience du corps vécu. Il faudrait, selon Jocelyn Kiss, distinguer, dans l'expérience de l'immersion, ce qui serait la notion de présence qui est une faculté d'interprétation émotionnelle et la notion d'immersion qui est une interprétation physiologique. Le dispositif immersif agit sur la physiologie motrice en provoquant l'action-réaction et l'écologisation du corps. Nous appelons ce processus l'écologie corporelle prémotrice. Ce dernier ne saurait être défini comme l'illusion d'une auto-organisation de l'organisme qui susciterait une simple impression de vivant. Il s'agirait plutôt de la sensation de somesthésie, qui naîtrait par les composants haptiques au système interactif qui favoriserait une représentation cognitive. De fait, sans cette prise en charge de l'environnement virtuel, la sensibilité de l'utilisateur d'un dispositif immersif ne pourrait favoriser l'effet de présence. La profondeur obécène du vivant. La profondeur du corps vivant dépasse cependant, dans le livre de Louise Boisclair, la qualité de l'attention et de l'écoute consciente de ce qui surgit dans le phénomène de présence. La perméabilité et la porosité de la sensibilité dépassent la conscience. Dans l'immersion de son vivant, le sujet n'est plus en capacité de se représenter mentalement ce qui s'y passe. Ce corps vivant implicite surgit dans une émotion qui déborde la cognition. L'image, peinture, photographie ou cinéma, est-elle obscène ? L'image est ouverte, nous rappelle Didier Huberman, en montrant la chair par la plaie, la blessure, la faille, l'ouverture. Comme pellicule, elle enveloppe la peau fantasmatique de notre imaginaire corporel. Là où le langage produit sa norme morale comme frontière linguistique de la normalité, l'art paraît présenter dans l'image un contenu sensible si évident que la confusion des sens serait immédiatement accomplie. La performativité de l'obscénité tiendrait dans une obscénité de la représentation du nu et du sexe, qui n'est pas si neuve, au regard de ce que Jean-Marie Pontevia analysait déjà comme la pornographie de l'art. Ce que démontre Estelle Bayon, dans son livre sur le cinéma obscène, c'est le trouble entre l'organique et la mécanique, entre l'animal et l'humain, entre l'instinct et la raison qui place le corps dans la dualité d'un dedans-dehors. Le cinéma est cette petite peau, pellicula d'une chair, viande mortelle, flux mobile et tenseur sexuel. Que le corps soit montrable, la traque de l'intime, la monstration des plis, la pénétration des orifices auraient dû suffire pour déclencher le fantasme du spectateur photographique. Mais la peau pelliculaire n'épuise pas le regard par la saturation de la numérisation instantanée du happening logué, car plus que la consommation onaniste d'images, le cinéma obscène plus qu'il n'obsède. Il interdit la reproduction par le mouvement des corps, par le cadre qui déborde. Aussi, le film immersif précipite-t-il le sujet dans une interface poreuse. Selon Linda Williams, la convergence du numérique et des interfaces tendra à faire disparaître le média lui-même. L'érotisme du branchement ne tendra sans doute plus de l'immersion dans un spectacle visuel unique et immense. Le corps n'est pas abandonné dans ce cinéma immersif, comme dans la danse sans corps générée par capture du mouvement. Ce serait s'en tenir à une version post-humaniste de la convergence technologique du corps biologique dans les avatars numériques.
car nous partageons cette thèse avec ce que nous avons appelé le devenir hybride, le fondement corporel est irréductible, mais peu ici Linda Williams suit la thèse de Mark Hansen et de Philip Rosen, nous habituer peu à peu au fait des apostrophes. Avoir à travers l'écran une relation empathique à la sexualité des autres, au point de ressentir cela dans nos propres corps comme une forme de connaissance charnelle. Conclusion. Avant W. Reich et sa fonction de l'orgasme, D.H. Lawrence défend déjà en 1919 ce qu'il appelle une poétique du présent, au nom de l'imminence. L'essence de l'univers est ce moi charnel, pulsatile, mystérieux et palpable. La culture bourgeoise s'éloigne du corps vivant pour le contenir dans le refoulement et la peur des fonctions physiques. Cette dictature des morts vivants laisserait la jeunesse vivante s'amollir, la laissant en suspens pour maintenir les vieux dans l'illusion de la jouvence. Ce refus du vieillissement du corps vivant, impliquant le contrôle des formes et de la santé, est décrit dès 1929 dans son article intitulé « L'état de frousse ». Cette peur du corps vivant aura maintenu le monstre, l'alien ou le mort-vivant dans le film sans altérer les conditions mêmes du regard. Avec Rec, Blair Witch, la caméra subjective a pu faire peur par la disparition du regard en troisième personne révélant le corps cinématique et cinétique. Mais Louise Boisclair nous ouvre ici la voie d'une approche incarnée et vivante de l'intérieur de l'immersion. C'est essentiel et vital. Avant-propos. À la croisée du récit expérientiel et de la réflexion philosophique, cet essai explore des situations critiques de la vie où le corps en acte révèle des capacités insoupçonnées. Début janvier 2015, la naissance prématurée de mon petit-neveu vient bouleverser ma recherche postdoctorale en cours. Pendant 3 mois, je le visite en néonatologie 3 fois par semaine. J'observe de très près l'expérience d'un grand prématuré, qui lutte pour sa vie sous haute surveillance médicale. Cet accompagnement finit de me convaincre que l'expérience esthétique n'est pas l'apanage des arts, qu'elle se retrouve aussi dans tous les domaines de la vie, notamment lors d'expériences limites. Ce postdoctorat effectué de 2014 à 2016 me permet d'examiner les rôles distinctifs de l'affect et de l'émotion en art immersif, interactif ou non, et dans la vie. J'y développe la démarche transformationnelle, élaborée dans l'expérientiel 1 en prenant appui sur la cartographie de Guattari. Ancrée dans le récit expérientiel des œuvres ou des événements, cette démarche transformationnelle relie la connaissance du corps avec la philosophie de l'expérience, James Dewey, ou du processus événementiel Whitehead, les notions d'agencement et de territorialisation, Deleuze et Guattari, la théorie de l'affect, Massumi, les sciences affectives, Tompkins, Russell, Panksepp, et les développements récents de l'immersion, Bernard et Andrieux, et du virtuel, Massumi, Pitozzi. En art immersif comme dans la vie, le corps baigne dans un champ d'affect, c'est-à-dire de force, de qualité et d'intensité, qui suscite des réactions émotionnelles. En raison de l'évaluation de la première mouture, la séparation du contenu en 2 tomes, l'un pour l'art immersif, l'autre pour le corps en alerte, s'est imposée. Art immersif, affect et émotion. L'expérientiel 1 traite de ce contenu fascinant. Cette recherche donnait suite à ma thèse soutenue en 2013. Il y est question de l'impact du geste interfacé sur la perception, le corps et l'expérience esthétique. En a découlé l'installation interactive. Un laboratoire d'expérience perceptuelle pour le participant-chercheur, publié aux presses de l'Université du Québec en 2015 grâce au prix d'aide à l'édition savante, PAES. Cet essai emprunte une démarche phénoménologique et sémiotique ancrée dans le récit expérientiel de 4 œuvres interactives principales et les références de nombreux autres. Pour sa part, immersivité du corps en alerte. L'expérientiel 2 se penche étroitement sur la question spinoziste de ce que peut un corps, notamment en état d'alerte. Cette démarche vise à démontrer comment, sous certaines conditions, l'observation fine du corps, de ses affects et émotions confère à la connaissance en acte une dimension esthétique. Il a pour objectif d'examiner comment le corps réagit, proagit, performe sous forte contrainte, 2 comment des techniques d'observation et de description favorisent la théorisation de l'expérience, 3 comment cette théorisation attire dans son écho des notions philosophiques ou scientifiques en affinité qui permettent de l'approfondir et 4 comment des techniques corporelles se portent au secours du corps plaqué, incubé ou frigorifié, qu'elles aient été acquises auparavant ou Q'. Elles assistent le corps en survie.
Cet essai invite donc les lecteurs-trices à s'approprier la démarche transformationnelle en effectuant le récit expérientiel de moments critiques de leur vie, en approfondissant le devenir du corps en alerte et en reliant ses immersions, sensations ou images intérieures, auditives, visuelles, proprioceptives dans les termes d'Andrieux, avec le savoir philosophique et scientifique. Chaque récit expérientiel est fondé sur l'observation, intérieure ou extérieure, et la description en première personne. Il s'accompagne d'une réflexion entourant l'acte de connaître, de comprendre et de s'auto-créer. Bref, cette démarche est tour à tour sensible, critique et créatrice, descriptive, analytique et philosophique. Le premier chapitre introduit le corps alerté et ses bouleversements. Le deuxième chapitre expose la démarche transformationnelle, éco-soma-esthétique, du corps en état d'alerte. Il est alors question des techniques d'observation et de description, la redirection de l'attention et la reconnaissance directe chez Whitehead, les pratiques phénoménologiques selon Deprat, Petit-Mangin, Varela et l'écologie corporelle d'Andrieux et collègues alimentant le territoire esthétique. Le troisième chapitre revisite le rapport de force vécu par le corps à l'occasion d'une chute, et sa neutralisation grâce à l'injonction d'une voix, relax. Le quatrième chapitre explore l'immersion néonatologique d'un grand prématuré, un déroulement événementiel de longue durée aussi éprouvant que gratifiant. Le cinquième chapitre relate l'expérience corporelle limite d'une randonneuse par temps froid. Contrairement aux deux autres cas de figure, cette situation extrême est recherchée, non accidentelle. L'auteur expériencie glossaire certaines limites du corps, ce qui n'est toutefois pas sans risque. Pour terminer, le chapitre 6 fait valoir la piste créative qu'ouvre la plongée dans une situation critique. En outre, il synthétise l'immersivité du corps en alerte, c'est-à-dire la potentialité ou la fonctionnalité de production d'immersion en situation critique, compte tenu des caractéristiques écologiques, immersiologiques, phénoménologiques et somesthétiques. Ces approches interdisciplinaires s'infiltrent dans l'écologie du corps, trop longtemps observée surtout de l'extérieur, dispersée à travers les disciplines du savoir. Depuis 1985, ma technique d'observation s'est affinée entre autres par la pratique du tai chi. L'enseignement de maître Moy Lin jusqu'en 1994, ensuite par ses successeurs, m'a procuré un outil inestimable de recentrement et d'ouverture au travail énergétique interne. Cette pratique m'a amené à l'enseigner aux adultes et aux personnes handicapées, de 1986 à 1994, puis à nouveau depuis 2015 aux adultes. D'expérience, davantage qu'un instrument à notre service, le corps est un médium de développement de soi en rapport avec l'altérité à divers niveaux physiques, émotionnels, énergétiques et spirituels. Interface entre le jeu, ses extensions et son environnement, le corps déploie des états de conscience qu'il est possible d'approcher et de décrire. Nous verrons plus spécifiquement comme avec chaque récit expérientiel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.